Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va plonger dans quelque chose d'absolument fascinant. Les blocs de construction d'une langue vraiment incroyable, le Te-Angika. C'est génial parce que, au fond, quand on démonte la structure intime d'une langue, eh bien, on découvre littéralement l'esprit et l'histoire de toute la culture qui l'entoure. Allez, c'est parti! Et pour ça, on a la chance de s'appuyer sur une base académique super solide. Ce livre, rassemblé par Gajendra Thakur, nous offre une grammaire parallèle de la région. C'est une vraie mine d'or pour comprendre, étape par étape, comment le Te-Angika se structure et se positionne par rapport à ses voisins. Alors voici notre plan de route du jour. 1. L'introduction au Te-Angika. 2. La phonétique avec les voyelles et les consonnes. 3. L'origine et la structure des mots. 4. Le nom. 5. Les pronoms. Et pour finir, numéro 6, les verbes et les temps. On commence tout de suite avec la première partie, l'introduction à la langue. Parce que oui, pour bien capter les mots, il faut d'abord savoir d'où ils viennent géographiquement. Niveau géographie, l'empreinte de cette langue est gigantesque. On parle d'un idiome qui traverse littéralement les frontières. On l'entend dans plusieurs coins du Bihar, comme Bhagalpur et Munger. Elle s'invite aussi dans le Jharkhand vers Sahibganj, traverse le Bengale occidental. Et devinez quoi? Elle grimpe jusqu'à Morang, au Népal. Bref, une portée culturelle énorme qui relie des tas de communautés. Mais alors, d'où ça vient? Eh bien, le Te-Angika ne sort pas de nulle part. Si on remonte l'arbre généalogique, on part de très loin, des racines indo-européennes, pour passer à la branche indo-iranienne, puis indo-aryenne, avant de s'ancrer dans la grande famille Magadhi. C'est vraiment une évolution millénaire. D'ailleurs, petite anecdote historique assez drôle, au début du XXe siècle, le linguiste britannique George Grierson lui a donné un surnom un peu fou, le Shikashiki. Pourquoi ? Tout simplement à cause de l'obsession de ses locuteurs pour le verbe shaikai, qui veut dire « et ». C'est tellement typique de la région que ça a littéralement servi d'étiquette pour nommer la langue entière à l'époque. Dinguement. Allez, on passe à la section 2, la phonétique, les voyelles et les consonnes. Maintenant qu'on a le décor, écoutons un peu comment tout ça sonne. Ce qui est brillant dans cette grammaire, c'est la façon dont elle classe les sons exactement là où ils naissent dans la bouche. C'est presque chirurgical. On a les sons gutturaux qui viennent du fond de la gorge, les palataux sur le palais, les dentaux sur les dents. Tout le spectre vocal y est méticuleusement organisé. C'est un vrai puzzle anatomique. Et au milieu de ce puzzle, il y a un truc génial, cette voyelle unique, le O, ou kantia. C'est la véritable signature de la langue. Ce petit son de gorge bien particulier donne au Te-Angika une couleur unique, un truc qu'on ne retrouve pas du tout dans les standards du hindi ou du maithili. Mais attention, c'est là que ça devient ludique. Le Te-Angika adore jouer avec l'orthographe standard et la retourner complètement à l'oral. Par exemple, on écrit un « ch », mais à l'oral, pouf, ça devient presque toujours un « se ». Encore plus fort, on inverse carrément les lettres. Un mot avec un « n » ou un « r » va se transformer en « l ». Donc le mot « nadi » pour rivière finit par se prononcer « ladi » dans la rue. C'est quand même super amusant. Ce qui nous amène à la section 3, l'analyse des mots, leur origine et leur structure. On monte d'un cran? Alors comment on fabrique ces mots ? D'un côté, on pioche carrément dans le sanskrit pur, très formel. Ce sont les mots dits tatsam, comme Agni ou Surya. Mais au quotidien, la langue s'assouplit. Elle prend ses racines et les transforme en version tadbhav, beaucoup plus fluide. Et là, Agni devient Agi, Surya devient Suraj. Et là, accrochez-vous, on tombe sur une spécificité incroyable de la morphologie locale. Un simple nom peut se décliner en 3 formes. La courte appelée lagu, l'allonge ou gourou, et une 3e forme, l'atiricte. Pour vous donner une idée concrète, le mot Mali peut devenir Malia ou carrément Maliba. Ça offre une palette d'expressions vraiment riche, vous ne trouvez pas? Poursuivons avec la section 4, le nom, le genre et le nombre. Voyons comment ces mots se comportent en groupe. Pour faire des pluriels, c'est hyper direct et intuitif. Pas de règles alambiquées, on prend simplement le mot de base et on lui colle un suffixe de groupe à la fin. Des petits mots comme sab, log ou sini. Du coup, un médecin, c'est doctor, et des médecins, ça devient doctorlog. Des hommes, admis, sini. Simple, net et précis. Mais pour que ces mots fassent des phrases, il faut du ciment. Et ce ciment, ce sont les karak, les marqueurs de cas. Il y en a 8 en tout. Que ce soit pour indiquer le sujet, l'objet avec le marqueur que, ou l'outil utilisé avec ce sont ces tout petits outils grammaticaux qui soudent littéralement la phrase entière. Sans eux, tout s'écroule. Allez, on attaque la section 5, les pronoms. Les fameux remplaçants qui nous évitent de répéter les mêmes choses en boucle. Et devinez quoi? On compte pas moins de 8 catégories entières dédiées aux pronoms. 8 façons de définir qui parle, à qui on s'adresse et de quoi on parle au sein même du Te-Anga. Concrètement, ça donne quoi? Prenez la première personne, am ou ahamen, et la deuxième,
ten ou to. Elles ne restent pas statiques du tout. Ces mots changent de forme selon leur rôle exact dans l'action. C'est une mécanique ultra rigoureuse, presque mathématique, pour que la phrase s'adapte parfaitement au contexte de la conversation. Et enfin, notre dernière étape, la section 6, les verbes et les temps, le vrai moteur de la langue. Ici, le verbe ou kriya, c'est le grand patron. Ce n'est pas juste un mot d'action, c'est le cœur nucléaire de la grammaire. Il change complètement du tout au tout, selon le temps, selon la personne, et même, accrochez-vous bien, selon la relation que l'on a avec la personne qui nous écoute. C'est absolument brillant. Pour s'en rendre compte, prenons le verbe manger, ra. La terminaison s'adapte comme de la haute couture. Première personne, ham chaya che. Deuxième, ten chaya che. Troisième, u chaya chai. La logique est implacable, tout s'emboîte à la perfection. Ça me rappelle cette citation profonde tirée de notre document d'aujourd'hui. La grammaire est la constitution de l'utilisation de la langue. C'est tellement vrai. Étudier cette structure, ce n'est pas juste un exercice scolaire, c'est découvrir les lois invisibles qui permettent à toute une culture de communiquer, de transmettre ses idées et au final, de s'exprimer librement. Et pour boucler ce décryptage, je vous laisse sur cette petite réflexion. Quelles sont les particularités, les inversions ou les sons uniques de ce type que l'on peut entendre tous les jours autour de nous dans nos propres dialectes régionaux? C'est vraiment en tendant l'oreille au coin de la rue qu'on réalise que la langue, c'est vivant, ça bouge en permanence. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous et à très vite pour une nouvelle plongée linguistique.